Je vous propose d'aller à Amiens désormais avec les éditions de la librairie du Labyrinthe qui sont installées dans le quartier historique de Saint-Leu. Est-ce que vous nous entendez, Philippe? Je vous entends, bonjour à tous. Bonjour. Merci Dominique pour ce misséané. Et tu sais, si c'est mettre du désordre dans l'ordre ou de l'ordre dans le désordre, tu es la bienvenue au labyrinthe. Je sais, c'est pour ça que j'aime le labyrinthe. Merci. Alors Philippe, si j'ai bien compris, vous êtes passé d'ouvrier du livre chez la maison d'édition philatélique Hiver et Tellier à libraire et de libraire à éditeur. Comment s'est fait ce cheminement jusqu'aux éditions de la librairie du Labyrinthe? Euh, Ce cheminement a même commencé un petit peu avant, car à 17 ans, j'animais des ateliers d'écriture dans les centres de loisirs d'Amiens et j'avais co-créé un journal qu'on imprimait, je me souviens, avec une petite offset à papier qui s'appelait Regarde et où on collectait donc des textes d'enfants et que l'on distribuait après sous forme de revue. Après, il y a eu donc l'expérience chez l'imprimeur comme ouvrier. J'étais monteur copiste. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce métier, mais c'est celui qui monte pour l'offset, c'est celui qui avant ne travaillait pas sur ordinateur, mais montait les films, les textes et les images à l'envers. C'est peut-être pour ça qu'il me reste quelques déséquilibres parfois. Et donc, on montait tout à l'envers comme ça, et après, on imposait sur des plaques offset, ce qui maintenant, bien sûr, est fait par la machine. Donc, j'ai après eu l'opportunité d'être libraire parce qu'il y avait un quartier qui se refaisait, le quartier Saint-Leu, enfin, en tout cas qui avait une nouvelle vie et il tenait, les politiques de l'époque tenaient à ce qu'il y ait aussi, on va dire, une présence de commerce et d'artisanat. Et donc, on va dire qu'on offrait les pas de porte, pas le loyer, mais les pas de porte. Voilà, ça a été la création du labyrinthe. Parce que vous avez bien compris quand même qu'il y a une. Vous avez tout fait vous-même. Oui, Dans c'est vrai, c'est Donc vrai. 63 mètres carrés que vous avez entièrement retapé, remis à votre C'est-à-dire qu'on goût. on nous livrait les parpaings, oui. Mais voilà, c'était, je l'ai pris pour une chance, car je n'avais absolument pas les moyens d'acheter un pas de porte. Et, et donc, cette librairie, donc créée en 88, bah, il fallait bien un jour que je passe de l'autre côté aussi de la. Il fallait que je produise, quoi. Je veux dire, c'était pour moi une évidence et surtout une envie. Voilà, j'avais envie de créer, de co-créer, parce que c'est une co-création, un livre. On est toujours ouvrier du livre, hein, en fin de compte, et on essaye de mettre en belle forme le mieux qu'on peut, le mieux qu'on sait, l'œuvre d'une personne. Et Donc alors, là, les éditions ont commencé en 2000 avec le millénaire. comment vous faites depuis? Vous travaillez jour et nuit. Comment est-ce que vous conciliez ces deux activités de Alors, je travaille beaucoup, c'est vrai. Je suis plus libraire en temps, hein. En temps, je suis plus libraire qu'éditeur. Et, je compte pas les heures et je pourrais pas vous dire quelle est la part de l'un et l'autre parce que ça s'imbrique de toute façon. Donc je ne compte pas. Il ne faut pas compter, hein, lorsqu'on est éditeur. Et alors, encore plus quand on est libraire. On ne compte pas ses heures, quoi. Oui, oui. Quel est le premier livre que vous avez édité? Alors, le premier livre, édition du Labyrinthe, ça a été le dictionnaire de Marie-Madeleine Duquesne, Lamassoure, un dictionnaire Picard français, français Picard, mais plus qu'un dictionnaire, je vais vous le montrer. Donc, ce n'est pas la couverture du premier
de la première édition, hein, puisqu'il a été réédité, donc ce qui est bien quand même, il y a un dictionnaire de Picard réédité. C'est plus qu'un dictionnaire, parce qu'un dictionnaire, on a toujours l'impression que c'est quelque chose où l'on collecte. D'ailleurs, amassoir, ça veut dire, il n'y a pas de mot, hein, en Picard pour dire dictionnaire, donc amassoir, en fait, la seule chose qu'on a trouvé, c'est du côté du Vimeux, ça doit être une bande d'oies, vous voyez, un rassemblement, quoi. Mais ce n'est pas seulement un rassemblement, enfin, si, c'est un rassemblement, mais surtout de petites histoires, de micro-nouvelles qui expliquent le mot, hein. Donc, il y a plein de petites histoires qui se passent en général à Saint-Leu, quartier Saint-Leu. On n'en sort pas. Je n'en sors pas. Et donc, ce dictionnaire est très vivant par ses histoires, par ses mises en forme. Il allie donc une création littéraire et une collecte de mots, bien sûr. Et si l'on parlait du patrimoine, pourquoi avoir commencé par ce dictionnaire? euh, une histoire d'amour, certainement. Marie-Madeleine Duquesne est de l'autre côté de la Somme. La librairie est rive gauche, elle est sur le quai Bellu, rive droite. Et voilà, j'ai franchi le fleuve pour aller la rencontrer. J'avais vu son travail en polycopié et je me suis dit que ça valait un beau livre, genre La Gare des Michards, vous voyez, relié. Et parce que s'il y a quelque chose de peut-être commun, alors je suis d'accord avec toutes les définitions là, que j'ai entendues, hein, même la dette, même la définition comptable, hein, c'est très bien cette dette. Mais il y a quelque chose quand même je veux dire, de commun, et c'est ce sentiment de fragilité. Aussi bien pour le matériel, hein, on l'a bien vu avec les cathédrales qui sont fragiles, hein, qui peuvent être très éphémères, même après 8 siècles. Et puis, il y a aussi le patrimoine immatériel, ce patrimoine que nous avons créé en commun pour la beauté, pour le bien-être, pour le confort. Ce patrimoine immatériel est toujours fragile. Mais vous voyez, ça peut être la sécurité sociale, par exemple, hein. Il faut savoir toujours que ce que l'on fait, nous, à notre petite échelle, c'est un livre, vous voyez, c'est comme une pierre, quoi. Donc, c'est un outil à notre échelle pour, on va dire, consolider ce qui peut être fragilisé par le temps, par les modes, par l'abandon. Voilà. Et pour consolider, eh bien, obligatoirement, il faut le faire d'une façon vivante et avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et alors, que trouve-t-on dans votre catalogue? Alors, il y a une quarantaine de titres, donc c'est pas un gros catalogue. Je vous l'ai dit, je suis d'abord libraire, donc je consacre disons deux livres à peu près par an. J'édite 2 livres par an. À chaque fois, c'est une aventure humaine d'ailleurs. Je ne suis pas très collectionneur, donc je pense pas d'abord à intégrer un livre à une collection, vous voyez. Je veux dire, il y a des livres par exemple, il y a 7-8 livres en picard, en bilingue picard-français dans le catalogue. Ils n'ont pas forcément la même forme. Et il y a peut-être s'il y a une collection que j'ai faite, et en fin de compte, c'est parce que au bout de 5 titres, je me dis tiens, ah oui, ça fait une collection, quoi, mais elle n'a toujours pas de nom. Alors c'est cette collection là qui est très colorée. Si vous voulez colorer votre bibliothèque, hein. Et le dernier, donc c'est une collection historique. Là, c'est vraiment le patrimoine historique. C'est une collection qui est, alors par exemple, il y a la pauvreté en Picardie,
La mallette bleue d'Ulysse Rouard, qui est un carnet de guerre d'un instituteur, La Picardie des Lumières, qui recense tous ces hommes qui ont changé l'histoire au XVIIIe et dans notre région. Vous avez l'évolution de la paysannerie de 1789 à 1965. Voilà, ça c'est vraiment historique et c'est une collection illustrée. Alors, ça me permet aussi d'aller avec seul ou avec l'auteur dans dans les archives, fouiller, parce que ça fait partie aussi du métier d'éditeur, ça de trouver ou des artistes pour illustrer, ou déjà ou des illustrations, ou des documents. Voilà, ça fait partie de vraiment, enfin pour moi, c'est une partie intéressante du travail. Donc cette collection, le dernier de cette collection, c'est Histoire en forêt de Picardie. Donc là, on est dans le patrimoine naturel. Et alors, on perd entre des histoires qui se passent entre le 8e siècle et le 20e. Ça se termine par Mesrine. Il y a pas mal de bandits qui se cachent en forêt. Il y a Mesrine, mais il y a aussi le libertaire Alexandre Marius Jacob. Et donc, c'est touche aussi à la littérature, parce que il y a Alexandre Dumas, bien sûr, qui dans la forêt est suivi enfant par un loup. Il y a l'enfant loup. Il y en a eu un aussi en Picardie. Il y a des gens qui se réfugient aussi, des histoires d'amour qui finissent mal et on se réfugie en forêt. Enfin, la forêt qui fait à la fois peur, la forêt qui fait à la fois peur et qui est en même temps refuge, quoi. Et donc tout ça, c'est 16 récits écrits par François Bovy. Et on peut aussi découvrir des arbres de 800 ans, donc qui ont l'âge de la cathédrale d'Amiens dans nos forêts. Voilà la collection. Après, j'ignorais totalement ça. Pardon? Je n'imaginais pas Mesrine en forêt de Picardie. Ah si, il avait une auberge, il blanchissait l'argent avec une auberge dans la forêt de Compiègne. Par exemple. Donc, il y a aussi le patrimoine linguistique que vous mettez à l'honneur. Vous me parliez notamment hier de Où sont les veaux. Je ne m'hasarderai pas à essayer de le prononcer en picard. Donc, un livre du poète et des romancier Lucien Suel. Pardon? Du Quisson chez Viau. Je préfère que ce soit vous plutôt que moi. Oui, où sont les veaux? Justement, c'est pour montrer que le patrimoine, il doit être vivant. Alors, bien sûr, le livre est une petite pierre, parce que, mais c'est aussi pour montrer cette collection. Alors là, j'ai créé une collection, mais là, j'ai créé une collection, mais c'est le contraire, il n'y en a qu'un pour l'instant de livres. Cette collection, c'est vraiment des gens qui comme Lucien Suel, qui est un grand écrivain de langue française, et qui a écrit ses textes en picard parce qu'il ne pouvait pas l'écrire autrement qu'en picard. C'est pour montrer que ce patrimoine linguistique ajoute quelque chose. C'est-à-dire sans cette langue, qui est un patrimoine commun entre la Picardie et le Pas-de-Calais et le Nord, peut-être le premier point commun, c'est-à-dire que pour construire cette nouvelle région, il faut trouver des liens. Voici le lien, c'est la langue et la littérature. Et je ferai après le lien avec le dernier livre que j'ai publié. Donc, c'est de montrer que le Picard, ce n'est pas seulement des contes et légendes, c'est de la création contemporaine. Voilà. Donc cette collection, c'est Schkarkayou. Schkarkayou, c'est la caille en picard. Alors voilà encore un patrimoine, le patrimoine naturel qui disparaît.
qui est fragilisée, c'est que la caille en Picardie et dans le Nord, on ne la voit plus dans les champs. Alors, ce que je trouve sympathique comme idée, c'est que l'auteur, donc Lucien Suel, a choisi d'utiliser des mots en picard, mais exclusivement des mots de son enfance. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché de nouveaux mots. Il a conservé ces mots familiaux qu'il avait entendus de la bouche de ses grands-parents, si j'ai bien compris. Oui, parce que tout le monde a son picard. Et, 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 et le premier livre que j'ai fait, c'est parce que justement l'auteur, quand j'ai lu son manuscrit, cet auteur a rouvert des tiroirs en moi. Moi, je ne parlais pas du tout picard, on ne parlait pas picard dans ma famille, mais il était là. Il était là par des expressions, souvent par des blagues. Et donc, elle a ouvert ces tiroirs et je crois que, que plus on ouvrira ces tiroirs, de montrer qu'il y a aussi cette richesse linguistique dans notre région qui est assez incroyable. Il y a peu de régions qui a le picard avec beaucoup de variantes, comme le ch'ti, le rouchy, et aussi le flamand. C'est-à-dire qu'on est cette diversité linguistique et qui est propre à notre région. Il faut non seulement préserver, mais il faut aussi la rendre vivante, quoi. Alors, vous avez un point commun avec Dominique Brisson, c'est que c'est un livre de Jacques Darras qui, chez vous, c'est articulé autour de l'histoire de la Picardie. Je pense à Tout Picard que j'étais, qui est sous-titré L'exceptionnel littéraire de la Grande Picardie à travers les siècles. Est-ce que vous Non. voulez nous en dire un petit mot? Oui, bien sûr, parce que c'est vraiment justement, c'est symptomatique emblématique, pardon, de ces différentes définitions du patrimoine, à la fois ce qu'on a de commun et ce qu'on a aussi d'emmagasiné et d'émotions. Ce livre retrace surtout l'histoire littéraire de notre région, de la grande région. Quand on dit la Grande Picardie, c'est la nation picarde créée au moment de la construction de la Sorbonne au XIIIe siècle par Sorbon. Et il y avait la nation picarde. Et la nation picarde, ça allait de la région parisienne jusqu'en Belgique. Et justement, c'est de montrer ce patrimoine commun que nous avons, c'est la création littéraire. C'est-à-dire que du Moyen Âge jusqu'à alors là, on s'arrête à la Seconde Guerre mondiale, mais du Moyen Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, après ça continue évidemment, mais l'ouvrage s'est arrêté là. Et c'est montrer que ce patrimoine littéraire est absolument incroyable. Incroyable d'abord parce qu'on y a inventé le roman populaire. Avant, il y avait la chanson, au moment où il y avait la chanson de geste, il a été créé à Arras. La littérature populaire, on peut même dire qu'il a été créé le surréalisme, ce qui a les phratrasie absolument incroyables qui étaient inventées dans les auberges. On imagine à quelle heure et dans quel état, mais ça donne des choses absolument splendides. Et aussi le théâtre populaire. Le théâtre aussi taquin, l'écriture de farce, l'écriture subversive. Le Nord est subversif et il l'a toujours été en fin de compte. Et parce qu'il est traversé par une histoire terrible, cela nous oblige à avoir un peu de recul et un peu d'humour. Donc, par exemple, déjà, l'on se moquait de l'accent picard au
au XIIIe siècle, au XIIe siècle. Je peux vous lire un petit texte. C'est de Conon de Béthune, donc XIIe siècle. Moult me convie l'amour à être en joie, alors que chanter je n'ai plus aise. J'ai trop violent désir pour que m'apaise, c'est pourquoi j'ai mis mon chant en arrêt. Parce qu'ont blâmé mon langage, les Français, et mes chansons devant les champenois, et devant la comtesse dont plus me pèse. La reine ne s'est pas montrée si courtoise, me reprenant, elle et son fils le roi. C'est-à-dire que déjà, au XIIe siècle, à la cour, on reprenait et on se moquait de l'accent picard. C'est assez incroyable. Voilà. Et donc ce livre, il est illustré aussi parce que il y a bien sûr la créature littéraire, mais aussi la peinture et la richesse aussi de cette peinture de Picardie, du nord de la France. Vous avez par exemple là j'ai un. Est-ce qu'on voit ce paradis là? Alors oui, c'est pas tout à fait précis, mais on le distingue. On imagine quand même, là, on voit une rivière, ça peut être la A, ça peut être la Noie, la Somme, et c'est un paysage picard. Donc c'est un peintre amiénois, un miniaturiste. Et puis après, donc on suit bien sûr le 17e. Alors je vais vous montrer aussi le 18e avec Quentin Latour. Et puis le 19e avec Jules Lefebvre. Et vous voyez qu'on n'est pas triste quand même. Il y a du sourire. Voilà. Alors, il y a une question très intéressante qui vous est adressée sur le chat. Comment est-ce que le numérique pourrait aider ces langues régionales à demeurer vivantes? ben, moi, le numérique, il est utilisé. Hein, comment, je ne sais pas, je ne suis pas très au fait de toutes les techniques. Moi, j'utilise dans deux de mes livres en picard, il y a un CD, donc on peut l'écouter, le picard, parce qu'une langue, ça s'écoute, bien sûr. Et il est facile. Moi, j'ai fait un film sur le site. Par exemple, il y a Les Trois Petits Cochons. J'ai fait une vidéo. Enfin, c'est pas moi qui ai filmé, hein, mais la librairie a produit une vidéo. Et c'est peut-être une des seules vidéos en picard sous-titré français. Donc, on utilise bien sûr toutes les techniques et le numérique, bien sûr. Mais voilà, tout est possible pour on va dire, consolider ce patrimoine, mais rien ne sera plus efficace, évidemment, que l'apprentissage de la langue, c'est-à-dire les cours et le parler. On espère bien d'ailleurs que les inspections d'académie, puisqu'il y en a encore deux, heureusement, prendront à la lettre la nouvelle loi sur les langues qui vient d'être votée et qui permet de donner des cours en langue minoritaire. Alors, il y a une remarque sur le chat qui dit que peut-être que l'avenir du son lié au livre est le podcast. Peut-être. Imaginez des podcasts en picard, ou en picard avec un doublage. Certainement. Toutes les formes d'expression de toute façon. Eh ben, merci beaucoup. Je voulais juste souligner une chose. J'ai vu en faisant mes petites recherches que vous aviez développé pendant le premier confinement une idée que je trouve très originale, c'est le labyrinthe virtuel. En fait, vous avez pris en photo vos rayonnages et les lecteurs devaient zoomer pour trouver, dénicher une pépite, qui les intéressait. Je trouve ça très drôle comme idée. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience rapide? D'abord, ce n'est pas une expérience agréable. Hein. Je veux dire, ce n'est pas notre métier.
Mais j'ai préféré plutôt que de passer des nuits à mettre tout mon stock sur Internet, j'ai préféré faire une balade dans la librairie en photo et en zoomant et en choisissant et en voyant la commande, quoi, en choisissant, mais sur photo. Et voilà, ça m'amusait plus. Et, et voilà, c'était une façon d'être présent aussi dans la librairie. Euh, En gros, c'était moins virtuel, quoi. Et c'est une, On va dire que c'était semi-virtuel. c'est une drôle d'idée, mais je la trouve assez chouette et je pense que le public a suivi. Oui, 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 on a eu ça. Les, les, les gens, vous savez, les gens étaient enfermés à cette époque. Donc, de se sauver euh, autrement que par des listes, mais de visu, je pense que c'était apprécié. Parce que même dans cette idée, il y a quelque chose de labyrinthique où le lecteur doit farfouiller, zoomer sur les titres, faire ses propres recherches pour arriver jusqu'à vous. Oui, parce que, Merci beaucoup. oui, parce que ce qui est important toujours, c'est le hasard. On va terminer sur ça. Un grand merci, Philippe.